qu'il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de gens à rencontrer. Il y a des choses très simples. Des fois, on se prend la tête, on cherche à faire des choses extraordinaires, alors qu'il y a des choses très simples à faire, des petits bonheurs au quotidien, et il faut savoir se contenter de ça pour avancer, quoi. Vous reconnaissez cette voix? C'est celle d'un homme dont le destin a basculé en une fraction de seconde. Je suis Johan Zuckmeyer et vous écoutez La Cravate, le podcast de Rugby Mercato. La Cravate, c'est le podcast rugby où on prend le temps de discuter avec des personnalités extraordinaires. C'est un peu une bulle intemporelle où on s'autorise à échanger sur leur parcours unique parsemé de réussites et parfois d'énormes coups durs. Ayant grandi dans le Gers dans une famille toute dévouée au rugby, mon invité a foulé pour la première fois le terrain dans le club de Marciac. Rapidement repéré, il part faire ses classes à Tarbes, au Stade Toulousain et à Auch où il passe professionnel. Jouant par la suite pour Biarritz et Brive, il quitte le circuit pro à tout juste 26 ans pour reprendre l'exploitation familiale. Repassant dans le giron amateur, il pose ses crampons à Lannemezan en Fédéral 1. Le 29 septembre 2013, lors du derby contre Bagnères de Bigorre, sa vie bascule sur une simple mêlée. Il se sectionne la moelle épinière, le laissant tétraplégique. Aujourd'hui établi à Anglet, sur la côte basque, mon invité se reconstruit chaque jour un peu plus, sans amertume et avec une détermination qui laisse admiratif. Comme vous l'aurez peut-être compris, j'ai eu le plaisir de passer un moment avec Alexandre Barozzi. Durant notre conversation, Alexandre parle avec une grande sincérité de sa vie avant et après l'accident, de ses projets et de sa façon d'apprendre le quotidien. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à le noter 5 sur 5 sur Apple Podcast et à le partager autour de vous. Ça aiderait vraiment La Cravate à se faire reconnaître. Trêve de bavardage et place à la conversation. Bonjour Alexandre. Bonjour. Merci de me recevoir chez toi dans ta super jolie maison dans le Pays Basque, à Anglet. Le monde du rugby te connaît tout d'abord sportivement, au travers de ta réussite durant ta carrière, puis malheureusement à cause de l'accident que tu as subi sur le terrain en 2013. Mais au-delà du sportif, j'aimerais bien en savoir un petit peu plus sur l'homme, et pour ça il y a une question que j'aime bien poser, c'est de quoi rêvait le petit Alexandre? Eh bien, justement, il rêvait de faire du rugby. Depuis toujours, j'ai toujours rêvé à ça. Même à l'école, quand on me demandait qu'est-ce que tu veux faire plus tard, ben pour moi c'était joueur de rugby, je voulais toujours jouer au rugby. On m'a toujours dit oui, mais il faut que tu fasses des études, c'est pas un métier, joueur de rugby. Mais pour moi, dans ma tête, c'était clair que depuis tout petit, c'est ce que j'avais envie de faire. Donc je me suis toujours donné les moyens pour y arriver. Donc tu as toujours rêvé au rugby, tu faisais quoi comme type d'études à côté de ça? J'ai fait un bac de commerce, c'était commerce appelé. Après j'ai fait un DUT de GEA, un DUT de gestion. Et après j'avais commencé une licence de management du sport et gestion des entreprises sportives. Donc j'ai validé tous mes yeux. Et juste j'ai pas fait le stage de fin d'année. Voilà, autrement j'avais tout validé. Ah, t'as un beau bagage au préalable, oui, effectivement. Et tu viens d'une famille rugby? Oui, chez moi, tout le monde joue au rugby. Mon père joue au rugby, mes oncles jouent au rugby, mes cousins jouent au rugby, toute la famille joue au rugby. D'accord, t'étais quel genre de gamin? Assez turbulent, on va dire, et dynamique. Donc c'est pour ça que le rugby nous faisait du bien pour bien nous fatiguer, être plus calme à la maison, on va dire. Je me doute. T'as attaqué dans le Gers? Oui, je commençais à Marciac. Voilà, c'est mon club de toujours. On était à une entente avec les communes de Miélan, de Villecontal, de Rabastens, de Bigorre et de Mirande. Voilà, donc c'était une entente. Et jusqu'à minime, j'ai joué à l'entente, là. D'accord, et donc tu pars en minime, tu pars vers quel club? Donc j'ai fait un an à Tarbes en cadet, après 2 ans de cadet à Auch. Après je suis parti à faire mes années Crabos à Toulouse. Et après je suis revenu à Auch en espoir. Là, t'es en qui en première?
Non, j'ai fait. Non, à Réchelle, je suis revenu. J'ai fait un an de Réchelle, après un an d'espoir, et après espoir première. Et ouais, après j'ai enchaîné avec la première, et après j'ai fait 2 ans à Biarritz, 2 ans à Brive, et 2 mois à Lannemezan, et après c'est là où j'ai eu mon accident et j'ai arrêté le rugby. Pour en revenir à ta période occitane, quand tu attaques en première là-bas, tu es sous les ordres d'Henri Broncan. Oui, c'est ça, c'était le coach principal avec Patrick Miquel aussi qui entraînait devant. Voilà. D'accord, Patrick Miquel qui s'était occupé aussi de l'Ombes Saint-Martin, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Ouais. Donc à Auch, tu te fais remarquer et tu pars au BO en suivant. Oui, c'est ça. En 2009. De D'accord, donc 2009 à 2011. Ouais. tu joues beaucoup là-bas. Première année, pas trop. Je me fais mal, au cervical en arrivant, donc j'ai déjà une première opération, ce qui m'empêche de jouer les 6 premiers mois. Je reprends en janvier-février. Après, je joue un peu la fin de saison, et c'est surtout la seconde année où j'ai pu jouer que la première. Tu te fais opérer des cervicales, tu te fais quoi à ce moment-là? Beurre, sortir une hernie. D'accord. Voilà. Donc une hernie, opération que je fais à Bordeaux, au centre Aquitaine du dos, et voilà. Ah oui, le centre Aquitaine du dos avec le docteur Bernard. C'est ça. Ok. Suivant tes 2 saisons à Biarritz, tu pars au CAB, à Brive. Tu y restes 2 ans également. Et là, tu découvres... Ah non, tu étais déjà en top 14, tu restes en top 14 du coup. Oui, c'est ça. Donc première année, ben, ça se passe pas trop mal pour moi. Je joue assez, et la seconde, pas du tout. En Pro D2, on était redescendu, et là, je dois faire 5 matchs ou 5-6 matchs dans la saison, hein. À peine, dont voilà, ça se passe pas bien, et c'est là que je décide d'arrêter ma carrière pro et de me consacrer à la reconversion, parce que j'étais parti pour reprendre la ferme de mon oncle, dans le Gers aussi. Donc je pars sur une formation de BPREA, c'est une formation pour pouvoir s'installer comme agriculteur. Et donc c'est là que je signe à Lannemezan et je suis cette formation en parallèle. C'est quoi comme exploitation? Une exploitation de vaches laitantes Ok. et de céréales, les deux. Tout ça en bio. Ok, donc à la base, rien à voir avec les études que tu as faites auparavant. Non, rien à voir. C'est drôle et c'est une passion aussi que tu as à la base ou pas du tout? Oui, depuis toujours, j'ai toujours aimé ça. Pour les vacances, j'allais toujours chez mes oncles à la ferme, donc ça m'a toujours intéressé. Et, voilà, mes deux oncles sont paysans des deux côtés. Et donc voilà, j'ai toujours aimé ça, toujours baigné là-dedans. Et donc pour moi, c'était un nouveau départ. Et Donc tu nous expliques avoir arrêté le rugby pro relativement jeune. T'avais quoi? T'avais 25, 26 ans? oui, 26 ans. T'avais quand même de belles années devant toi, logiquement. En plus, t'étais pilier. Un poste où on arrive à maturité relativement tard. Pourquoi t'as arrêté si tôt? Ben, disons que j'étais blasé de ma dernière année où ça s'était pas du tout bien passé à Brive. J'avais pas eu forcément beaucoup de contacts non plus. Et donc, ben, pour moi, c'était un nouveau départ, et c'était plus un ras-le-bol de cette dernière année. Je ne me voyais pas forcément continuer. J'avais cette opportunité-là, vu que mon oncle partait à la retraite aussi, de reprendre l'exploitation. Et donc, je me voyais plus là-dedans que continuer le rugby vraiment à plein temps, quoi. Et vu que Lannemezan, ça restait quand même Fédéral 1 et qu'on avait une bonne équipe, vu que cette année-là, on s'était qualifié quand même. Enfin, l'équipe s'est qualifiée pour les huitièmes de finale. Donc ça me permettait de rester, de continuer à jouer à un bon niveau, tout en faisant l'agriculture à côté. Donc pour moi, c'était un bon compromis. Là, tu débarques à Lannemezan, dans une division où t'as jamais joué, vu que t'étais au-dessus jusque-là. Vous faites un super début de saison. Oui, c'est ça, un très bon début de saison d'ailleurs. Je crois qu'en championnat, on fait 4 matchs, 4 victoires. On est invaincu.
Oui, ça se passe bien, un bon état d'esprit, un bon groupe, de bons mecs aussi, de belles rencontres. Et oui, bon, après, l'état d'esprit du monde amateur, on se retrouve, je retrouve là un peu ce qui faisait un peu les débuts à Auch, la même ambiance la même ambiance dans les vestiaires, de copains aussi, même si je les ai côtoyés que 2 mois et demi, 3 mois. Mais bon, je suis bien intégré dans l'équipe, ça se passe bien et on a des bons résultats, donc tout va bien jusqu'à l'accident du mois de fin septembre, quoi. Ouais, fin septembre contre Bagnères, c'est ça? Contre Bagnères, ouais. Une mêlée écroulée, oui, comme ça peut arriver. Comme ça peut arriver, et là, fracture des cervicales avec rupture de la moelle épinière. Et... Tu sens directement qu'il y a quelque chose de grave? Oui, je comprends de suite que c'est grave. Oui. Ouais. Tu te souviens de tout à ce moment-là? Oui, je me rappelle de ce qui s'est passé. Et j'ai senti de suite oui, qu'il y avait quelque chose de grave, vu que je me sentais plus mes bras, plus mes jambes. Je sentais plus rien. Tu restes hospitalisé longtemps? Je suis resté hospitalisé j'ai fait un mois et demi aux soins intensifs. Et après, j'étais en rééducation, donc en rééducation à Rangueil. Et après, je suis parti mi-janvier à Verdèche. C'est un centre de rééducation spécialisé. Et je suis resté 1 an et demi quasiment, jusqu'à sortir fin avril, début mai 2015. Tu fais de gros progrès dans ce laps de temps? Gros progrès non, parce que mon état il s'est assez vite stabilisé. Donc c'est plutôt apprendre à vivre le handicap au quotidien, plutôt que des progrès, que de réels progrès physiques, quoi. En parlant justement de vivre avec le handicap au quotidien, je sais que, enfin, il est de notoriété publique que tu es un besogneux. Pour le rugby, comme tu l'as déclaré à plusieurs reprises, à la base, tu n'es pas quelqu'un d'ultra talentueux, mais tu t'en es sorti à force de travail, tu as réussi à arriver au très haut niveau à force de travail, grâce au travail. Tu réussis à conserver le même état d'esprit dans le handicap? Oui, le même état d'esprit, oui. Après, c'est limité par rapport au plan physique, c'est-à-dire que vu que mon moelle est sectionnée, donc par rapport à ça, il n'y a pas de miracle possible, on va dire. Donc c'est assez limité au niveau des mouvements. Mais bon, j'arrive quand même à me déplacer, à être assez autonome par rapport à ça. Donc c'est sûr qu'au quotidien, le fait d'avoir du mental, ça m'a permis de surmonter certaines épreuves et de faire de continuer à vivre entre guillemets normalement tous les jours, quoi. Tu as tout le temps été quelqu'un de très actif. Après, tu as connu une vie de sportif de haut niveau. Comment tu as réussi à appréhender ce nouvel Alexandre après l'accident? Bon, après, à appréhender, il n'y a pas forcément quelque chose à appréhender, c'est de se dire que la vie elle continue, que c'est comme ça, c'est une nouvelle épreuve qu'il faut surmonter. Et après, le fait que je sois très bien entouré et le fait d'avoir un petit aussi qui avait 3 mois quand j'ai eu l'accident, ça booste et c'est une force supplémentaire. Donc c'est ça aussi qui fait avancer tous les jours, quoi. Bien sûr, il a donc 6-7 ans aujourd'hui, ton 6 ans et petit? demi, il va faire 7 ans au mois de juillet. D'accord. Et donc oui, c'est toujours une force qui soit auprès de moi, donc Bien sûr. c'est un boost supplémentaire. Bien sûr, il joue au rugby? Non, il joue pas au rugby. Il fait de la pelote et après il fait un art martial indonésien, du pencaksilat ça s'appelle. Et donc voilà. Pour l'instant, il fait pas du rugby, mais après je sais que si un jour il veut faire du rugby, ben, pour moi il n'y aura pas de souci, il pourra en faire. Pour l'instant, il n'a pas forcément cette volonté, même s'il s'y intéresse. Il regarde les matchs, il suit toutes les équipes, il connaît pas mal de joueurs.
Mais pour l'instant, il n'a pas forcément la volonté de jouer encore. Donc, Tu arrives à regarder du rugby, toi, tu t'y intéresses encore? oui, oui, je m'intéresse, oui. Oui, oui, il n'y a pas de problème par rapport à ça. J'ai aucune appréhension. Je vais voir encore des matchs. Ouais, ça m'a pas dégoûté du rugby ou répugné ou quoi. Au contraire, pour moi, ce comme avant, ça change rien. Je vais toujours voir des matchs et je m'intéresse autant. Bien sûr, tu t'es dit que c'était la fatalité, quoi. Oui, voilà. Suite à ton accident en 2013, il y a eu un énorme élan de solidarité autour de ta personne. Tes potes de toujours qui ne t'ont pas oublié, des anonymes aussi qui ont beaucoup parlé de toi. Comment l'as-tu ressenti à l'époque? Ben, ça a été aussi une force. Quand je parlais des forces de mon entourage, de mon fils, c'est sûr qu'il y a eu. Quand je dis mon entourage, c'est mes amis aussi. Mais à trois, ils ont monté une association, les Amis de Barreau. C'était avec Arnaud Minardi, Yann Fior et Thomas Rofast. Donc, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de soutien. Ils avaient monté un site internet aussi où c'est que n'importe qui, il y a beaucoup d'anonymes qui ont témoigné leur soutien dessus. Donc, j'ai reçu beaucoup de messages, beaucoup d'accompagnement par rapport à ça. Donc, c'est sûr que ça a été important, surtout dans les premiers instants. Donc, je remercie tout le monde encore une fois d'avoir été présent à ce niveau-là et c'était une force supplémentaire. Oui. Je me doute, aujourd'hui, 6 ans après, tu continues à recevoir des messages de soutien, d'encouragement? Non, plus forcément maintenant, mais après, il y a toujours l'association qui est en cours. On a participé 2 fois à la rencontre rugby et taureau à Captieux. C'est une journée organisée par Stéphane Brett. Donc, on a été invité 2 années de suite. On a monté une équipe pour faire une rencontre amicale. Après, on a participé au Shege Antion, c'est un tournoi de rugby à toucher à 5 qui se fait ici à Arkang. Donc, on essaie tous les ans de participer à une manifestation pour se retrouver avec tous mes potes du rugby, que ce soit ceux de Auch, il y en a qui viennent de Brive, des potes que j'ai ici, des anciens de Saint-Jean-de-Luz aussi. Donc, tous, on essaie de faire une équipe avec tout ce maillage, mes potes de Marseille également. Mes potes d'enfance, donc c'est assez sympa de se retrouver une fois par an au cours d'un événement pour associer et le rugby et après la fête qu'on fait la troisième mi-temps qui va avec. Bien sûr. Suite à ce qui t'est arrivé, tu as eu le soutien des instances de Proval, de la Fondation Ferras. Comment ça marche tout ça? Ben oui, dès les premiers jours, il y a des acteurs de la Fondation Ferras qui sont rapprochés de moi et de ma famille. Juste pour expliciter, parce que je ne l'ai pas dit auparavant, la Fondation Ferras, c'est une fondation qui vient en soutien des grands accidentés du rugby. Oui, c'est ça, ça a été une fondation créée notamment par Albert Ferras lors de sa présidence, donc c'est pour ça que ça s'appelle la Fondation Ferras. C'est une fondation qui vient en aide aux blessés du rugby, que ce soit matériellement, financièrement et surtout moralement, pour prendre toujours des nouvelles et pour créer un lien social entre tous les anciens blessés, grands blessés du rugby. Donc c'est une association qui est très importante et qui fait du très bon boulot également. Après, Proval a été très présent aussi dans les premiers jours et encore aujourd'hui, notamment avec Mathilde Lacroute. Après, la Fédé aussi, qui s'est manifestée assez rapidement pour nous soutenir. Oui. Donc heureusement, tu n'as pas été laissé à ton sort. La famille du rugby porte bien son nom à ce niveau-là. Oui, pour ça, c'est sûr que c'est très important et tout le monde a été vraiment très chouette et très sympa avec moi. Oui. Aujourd'hui, on sait que
qu'il y a pas mal de polémiques autour du rugby. On entend dire, et on constate d'ailleurs que le rugby est de plus en plus physique, les joueurs sont de plus en plus gaillards, le rugby de plus en plus, a priori, violent, les commotions et autres. Quelle est ton approche par rapport à ça? Est-ce que tu trouves qu'il y a une évolution qui va dans un sens ou dans l'autre? Ben, l'évolution, c'est peut-être qu'aujourd'hui on en parle plus et on en parle mieux qu'avant, entre guillemets. Le rugby est devenu plus violent, je dirais oui et non. Plus violent, peut-être, les chocs sont peut-être plus importants au lieu de violents. Après, moi je trouve que la violence, il y en a beaucoup moins, voire elle est quasiment inexistante. Au niveau des contacts, enfin, je vois comme moi, j'avais commencé, c'était peut-être encore un peu violent, entre guillemets, au niveau des mauvais gestes, des bagarres. Peut-être à ce niveau-là, et encore c'était la fin de cette ère-là à mes débuts, mais aujourd'hui, c'est rare qu'on voit des mauvais coups, des mecs qui marchent sur la tête des autres. Le wrecking, ça n'existe plus. Enfin, tout ce genre de mauvais gestes-là n'existe plus. On voit plus ça. Avec la télé, ça a vraiment évolué à ce niveau-là. Donc, je dirais pas forcément plus violent. Mais après, c'est sûr que les joueurs sont mieux préparés qu'avant. Donc, les chocs sont plus importants. Et après, on sait qu'au niveau des commotions, on en parle beaucoup aujourd'hui parce qu'elles sont mieux détectées également. En France, les joueurs sont mieux protégés par rapport à ça avec les protocoles commotion. On sait qu'il y a la polémique avec les Gallois qui, eux, le joueur Bigard qui a eu 3 commotions en 5 mois et qui continue à jouer. En France, ça serait pas possible. Donc, moi, je dirais qu'en France, à ce niveau-là, au contraire, c'est vraiment bien pris en compte et bien détecté. Et bien, le joueur est bien protégé par rapport à ça. Tout à fait. Donc tu m'expliquais tout à l'heure avoir appris à vivre avec le handicap par la force des choses. Quels sont tes projets? Ben, les projets, tout d'abord, là, c'était la construction de ma maison. Donc ça a pris pas mal de temps et d'énergie pour suivre les travaux. Enfin, tout d'abord pour préparer les plans, vu que c'est une maison que j'ai fait construire entièrement. Donc il a fallu bien réfléchir à tout, tous les plans, et ensuite tout le suivi des travaux. Donc là c'est en fin de construction, même si j'habite depuis 7 mois, mais là c'est encore en cours de finition, notamment au niveau des extérieurs. Donc pour l'instant c'était surtout me consacrer là-dessus. Et pour le futur, pour l'instant j'ai pas de projet bien précis, bien défini. Donc pour l'instant, je sais pas encore. Soit dit en passant, ta maison est superbe. Tu vas finir architecte, hein, si tu veux te reconvertir, c'est tout trouvé, je crois, hein. Oui, après j'ai été bien accompagné, bien conseillé aussi. Non, pas forcément architecte, je sais que je l'ai fait. Pour moi, j'y ai mis beaucoup de temps et d'énergie. Mais vu que c'était pour moi, après, le faire pour quelqu'un d'autre, c'est pas forcément quelque chose qui me plairait. Quand on subit une tuile comme celle que tu as vécue, je suppose que le monde s'écroule. Aujourd'hui, avec quelques années de recul, est-ce que tu arrives tout simplement à être heureux? Oui, après, moi, je vais pas me plaindre, je vais pas parler de bonheur ou de malheur. Je sais que on sait qu'il y a toujours plus malheureux ou mal en point que nous. Moi, le fait d'avoir, peut-être que j'ai plus mon corps qui fonctionne comme avant, mais au niveau de la tête, tout est clair pour moi par rapport à ça. J'arrive bien à communiquer, à m'exprimer. Je suis très bien entouré. Ma famille et mes amis qui sont toujours très présents. Et à ce niveau-là, je sais que rien que ça, c'est très important. Quand j'étais au centre de rééducation, j'ai vu certaines personnes, notamment des traumas crâniens, qui eux avaient leur corps qui fonctionnait, mais la tête
qui étaient déconnectés et je vois vraiment la différence entre le handicap moteur et le handicap mental. Enfin, un handicap mental entre guillemets. Et donc c'est pour ça que moi je vais pas me plaindre. Je vais pas me plaindre et on voit tous les petits bonheurs simples, on va dire. Je sais pas moi, voir évoluer ton enfant, aller voir l'océan, regarder les vagues, c'est des petits bonheurs tout simples et qui sont autant importants que des grandes que de faire des grandes choses. Donc je me satisfais de peu entre guillemets, mais c'est des bonheurs simples et qui me vont très bien. Tu as appris à voir la vie différemment et à l'apprécier d'une autre manière. Voilà, donc oui, c'est sûr. Après, la vie est belle. Enfin, moi, je le vois comme ça, qu'il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de gens à rencontrer. Il y a des choses de très simples. Des fois, on se prend la tête, on cherche à faire des choses extraordinaires, alors qu'il y a des choses très simples à faire, des petits bonheurs au quotidien, et il faut savoir se contenter de ça pour avancer, quoi. Est-ce que tu as des modèles ou des personnes qui t'ont spécialement inspiré? Des modèles, non, pas forcément de personnes en particulier, mais des belles rencontres que j'ai fait tout au long de ma carrière, que ce soit au niveau des coachs ou des joueurs, beaucoup de belles rencontres, de personnes avec qui je suis en contact encore, que ce soit des anciens de Brive, du BO ou de Auch. De très belles personnes que j'ai rencontrées. Et donc voilà, c'est surtout eux qui m'ont aidé à grandir aussi et qui sont encore là aujourd'hui. Donc ça, c'est important aussi. Quel est ton plus grand souvenir rugbystique? Le plus grand souvenir, peut-être à Auch, le titre champion espoir qu'on avait eu, parce que c'était le titre des copains, c'était vraiment les gars avec qui j'avais commencé en cadet pour certains. Après, c'est toute une génération dorée qu'on a eu à Auch, là, ces années-là, entre le titre qu'avait eu la première de Pro D2 en 2007, nous champions avec les espoirs aussi. Là, c'était vraiment les belles années du club et je retiendrai ça, cette aventure de copains, vraiment le titre qu'on avait eu. Entre la première et les espoirs, l'été a dû être assez fou, non? Oui, ça a été assez fou, mais on a vite basculé sur la préparation de la saison d'après, vu que c'était la saison de top 14, de la montée. Donc on savait que ça allait être dur et on avait fait une grosse préparation, vu qu'il y avait la Coupe du Monde en même temps en France. Donc on avait fait, je crois que c'était presque une dizaine de matchs de préparation, en plus de la saison. Donc ça avait été un été assez dur dans la préparation et on avait vite basculé quand même. Tu m'étonnes. Si tu pouvais reparler au petit Alexandre, celui qui faisait ses premiers pas sur un terrain de rugby, un peu foufou, qu'est-ce que tu lui dirais? Ben non, de continuer, de s'accrocher, qu'en travaillant beaucoup, on peut arriver à faire de belles choses et donc voilà, de continuer, de s'accrocher, d'avoir toujours les yeux qui brillent en regardant les grands et que oui, que tout est possible avec du travail et voilà. Qui est-ce que tu voudrais que j'invite pour un prochain numéro du podcast La Cravate? Hum, je pense que tu pourrais inviter, en parlant de travail et de réussite, quelqu'un dont, même si je ne l'ai pas forcément souvent au téléphone, on s'envoie des textos de temps en temps, mais qui pour moi est la plus belle ou l'une des plus belles réussites de ma génération. Ben, il y en a deux. Je te dirais Arnaud Minardi et Pierre Aguillon, qui pour moi c'est un de mes modèles aussi, qui a très très bien réussi.
Donc je te dirais les deux. Arnaud Minardi et Pierre Aiguillon. On sent la Hoche Connection là quand même. Oui, Hoche Connection, et d'ailleurs, quand on était en cadet, c'était les deux qui jouaient au centre ensemble. Donc, quand je parlais de la génération dorée de Hoche, c'est les deux plus belles réussites, je pense, de ma génération. Donc, ça serait intéressant de les contacter à eux. Génial, eh bien l'invitation est lancée. Arnaud Mignardi, Pierre Aguillon. Il y a une question que je pose systématiquement pour clôturer le podcast. C'est à quoi voudrais-tu mettre une cravate? À quoi je voudrais mettre une cravate? Bonne question. Peut-être aux idées reçues par rapport au handicap et au fauteuil, que toutes les personnes qui sont en fauteuil ne sont pas forcément déconnectées au niveau de la tête, que quand on me voit la première fois, les gens pensent que peut-être j'ai pas toutes mes facultés, entre guillemets. Donc si je devrais mettre une cravate, c'est aux a priori à ce niveau-là sur les personnes mobilité réduite, et que c'est pas parce que le corps ne suit pas que la tête ne suit pas. Voilà. Entendu, bon, de toute manière, pour ceux qui peuvent en douter, à mon avis, ils sont très vite mis à l'aise en discutant un petit peu avec toi. Hein. Voilà, c'est ça. Donc, est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée et que tu aurais aimé que je te pose? Je sais pas si c'est une question, mais c'est peut-être une inspiration qu'on pourrait prendre au foot, bizarrement. Peut-être c'est par rapport au dédommagement des clubs formateurs. Je sais que dans le foot, quand un joueur est transféré ou signe dans un club, il y a une partie du montant du transfert ou de son salaire et qui est répercuté au club formateur. Je pense notamment que ce soit au club, mon club de Marciac, ou peut-être plus au club de Hoche, qui a eu des difficultés financières, peut-être à tous les bons joueurs qui ont sorti, s'ils avaient pris ne serait-ce que, je sais pas, 5% du montant du salaire des joueurs qu'ils ont formés, ou moins que ça, mais qui est justement, si on pouvait essayer de modifier les règles et faire en sorte que les clubs formateurs soient rémunérés de meilleure façon qu'ils le sont actuellement, je pense que ça c'est une évolution vers laquelle on pourrait tendre, que ce soit au niveau de la Fédé ou de la Ligue, essayer de mettre en place justement un pourcentage peut-être pas de transfert, parce qu'au rugby on parle pas de transfert, on parle de contrats signés dans des clubs, et ce serait peut-être un juste retour des choses à ce niveau-là. Ouais, c'est... Alors déjà, ça ressemble quand même fortement à une deuxième cravate, ce que tu viens d'envoyer là. Oui, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Et il me semble qu'il y a ce genre de trucs qui existent pour les quand il y a des transferts en jeunes, un genre d'indemnité de formation, mais ça doit se perdre après en pro, je pense. Oui, après en pro, ça se fait plus, ça se fait... oui, voilà, quand on rentre dans les centres de formation, ou si un joueur n'a pas fini son centre de formation et qu'après signe en pro dans un autre club, il y a des transferts d'argent, entre guillemets, qui se font à ce niveau-là, mais je pense qu'il faudrait que ça suive tout au long de la carrière, que chaque joueur qui signe un contrat, que peut-être une partie de son salaire soit justement reversée à son club formateur. On va essayer de trouver une solution et mettre en place quelque chose là-dedans. Je pense que c'est une bonne piste de réflexion. Quand on voit même le club de Bourgoin qui avait formé, à un moment donné, ils avaient presque la moitié de l'équipe de France, c'était des Bergaliens. Et quand on voit le club comment le club est aujourd'hui, et que ce soit le club de Hoche ou des clubs formateurs comme cela, ou Albi même, vraiment essayer de récompenser ces clubs-là, qu'on voit Dupont, Aldrit qui sont en équipe de France, là Gelon, Bougari, que ce soit à Castres ou à La Rochelle, vraiment des mecs qui sont sortis il y a 3-4 ans, ils étaient encore à Hoche. Donc essayer de faire bouger à ce niveau-là, quoi. C'est une superbe idée. J'espère que des personnes, des décideurs entendront ce que tu viens de dire, parce que c'est super important.
Merci pour ton accueil, Baro. C'était vraiment génial de pouvoir échanger avec toi. Mais non, merci à toi d'être venu sur la côte nous voir, même si aujourd'hui il fait pas très beau, mais toujours un plaisir de vous recevoir ici. C'est génial, j'espère qu'on aura l'occasion de se recroiser. Et en attendant, je te dis à la prochaine. Merci d'être encore là et d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère sincèrement qu'il vous a plu. Si tel est le cas, ce serait super sympa de le noter 5 sur 5 sur Apple Podcast et de le partager autour de vous. Ça m'aiderait vraiment à le faire connaître. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux où vous trouverez facilement Rugby Mercato sur Facebook et Instagram. D'ailleurs, que vous soyez joueur, entraîneur ou représentiez un club, n'hésitez pas à vous inscrire gratuitement sur rugbymercato.net, le site de recrutement rugby. A bientôt pour un nouvel épisode de La Cravate.